je vais m'adapter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du FAS, mais du FAS appliqué aux données scientifiques, avec comment on va utiliser le FAS pour faire le traitement des images des données de la Terre. Donc, avant parler FAS, une petite présentation, qui je suis. Donc, Sébastien Couturier, je travaille pour la société Link-Bynet. Je suis un consultant open source, mais DevOps aussi. Senior, par rapport aux petits juniors qui arrivent, moi je suis un senior. Je me qualifie de libriste pragmatique. Le libre, c'est très bien, mais il y a des moments où il y a d'autres solutions qui sont meilleures. Il ne faut pas se focus sur le libre, c'est très bien. Il y a d'autres solutions. Contributeur occasionnel, parce que je n'ai pas le temps de faire de l'open source tous les jours, malheureusement. Formateur dans l'âme, je suis consultant, mais avant tout formateur. C'est-à-dire que mon savoir, j'essaye de le faire passer à mes clients. C'est mon leitmotiv de tous les jours. Je suis un ancien dev qui a mal tourné, parce que j'aime les ops, et surtout la sécu. Voilà. Alors, mon petit plaisir, c'est prendre une idée, c'est créer une preuve de concept. Et puis, une fois que la preuve de concept a été validée par mon client, c'est de réellement l'industrialiser dans une solution fiable. Là, c'est mon but au quotidien. Voilà. Et moi, j'ai dit tout à l'heure, je suis un senior, et mon premier ordinateur, c'était un ZX80 dans les années 80. Voilà. Donc, juste petit hommage à M. Sinclair, qui est décédé il y a un mois. Ce monsieur m'a fait découvrir l'informatique, et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Voilà. Bon, peut-être d'autres personnes se reconnaîtront parmi ceux-là, mais voilà, moi, c'est grâce à lui que j'ai mis le pied dans ce monde-là. Donc, le FAS. Alors, en fait, c'est une étude que l'on mène depuis un an avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, sous la direction de Pierre-Marie Brunet. En fait, l'idée elle est simple. Vous savez qu'on lance de plus en plus de satellites. Ces satellites sont de plus en plus performants. Ils nous font des images de, entre guillemets, folie de notre belle planète. C'est beaucoup de data, beaucoup d'informations qu'il va falloir exploiter. Alors, le CNES, depuis quelques années, a une nouvelle politique. Il y a 5 ans déjà, ils ont décidé de recentrer l'usine logicielle du CNES au sein du CNES. Il faut savoir qu'avant, tous les morceaux de code étaient éparpillés chez tous les sous-traitants. Donc, depuis ces années-là, on s'est dit, on va déjà essayer de rapporter tout le code chez nous et mettre en place une usine logicielle pour que tout le monde, tous les scientifiques, puissent utiliser la même usine logicielle et que les codes soient centrés au CNES. Ça a été fait, ça marche très très bien. Maintenant, ils se sont dit, ces données spatiales qu'on récupère de nos satellites, les développeurs, nos scientifiques, leur but, c'est d'étudier ces images. Leur but, c'est de créer des algorithmes de calcul pour extraire de l'information de ces images. Ils ne doivent pas se soucier de l'infrastructure qui est en dessous. Voilà. Alors qu'à l'heure actuelle, sur les HPC, ce genre de solutions, le développeur, le scientifique devait prendre en compte l'infrastructure qui était sous-jacente. Là, l'idée de cette étude-là, c'est de se dire, on a des solutions qui pourraient nous permettre de recentrer le débat sur réellement le calcul scientifique des images. D'accord ? Donc, cette étude, d'abord, c'est comment relever ce défi. Et l'idée du CNES, c'est de se dire, une fonction as a service, est-ce que ça pourrait répondre à ce besoin, tout simplement ? Est-ce que ça va tenir toutes les promesses ? Est-ce qu'on va pouvoir appliquer tout ce qui est FAS sur du calcul scientifique ? Parce qu'on verra que le FAS, ce n'est pas d'abord adapté aux scientifiques, c'est une évolution, on va le voir tout de suite après. Et puis, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de solution dans le calcul scientifique. OK ? Si je vais trop vite, vous me dites, j'ai tendance à spiller. Donc, alors déjà, première chose, quand on rentre au CNES, le CNES, ce n'est pas un seul projet, c'est plein de projets spatiaux, plein de satellites qui sont lancés, et on s'aperçoit que chaque projet a son ensemble d'algorithmes, majoritairement du Python, c'est pas du R, c'est du Python, désolé. Chaque projet a son propre ordonnanceur, alors ça peut être de l'ordonnanceur open source, ça peut être de l'ordonnanceur industriel, ça peut être des développements spécifiques parce qu'ils sont nés à un moment, il n'y a aucune solution sur le marché, aucune solution open source, on va développer notre propre ordonnanceur, donc solutions encore différentes. Et puis chaque projet a son architecture dédiée. Donc ça peut être du calcul sur des centres HPC, sur du HTC, sur des containers,
Voilà. Donc, chaque projet, je dirais, est différent d'un autre projet. Il n'y a aucune unicité. Mais, par contre, si on les interroge, ben, on s'aperçoit que tous, ils ont entendu parler de FAS, et que FAS, pour eux, ça leur permettrait de rationaliser l'utilisation des algorithmes et des bibliothèques scientifiques comme OTB. Je vous ai parlé tout à l'heure d'OTB. Voilà. Et se dire aussi que quand on fait du traitement d'images satellites, on s'aperçoit qu'on a toujours les mêmes traitements. Que quand on récupère une image, il va falloir déjà la pré-traiter, la préparer pour les calculs scientifiques. Et on s'aperçoit que tous les projets utilisent les mêmes algorithmes à ce moment-là. Donc se dire pourquoi pas utiliser le FAS pour automatiser ces calculs récurrents, cette préparation d'images, tout simplement. Mais là, je vous parle de FAS, mais qu'est-ce que c'est que FAS au final? En fait, FAS, c'est un nouveau modèle dans le cloud computing. Il y a une vingtaine d'années, tous, on faisait du on-premise. Tous nos ordinateurs étaient chez nous, chez les industriels ou dans nos propres labos, hein, tout simplement. Puis on a vu arriver des solutions comme le IaaS, avec Amazon. Hein. Vous pouvez louer votre machine virtuelle chez Amazon, chez Google, voilà. Première approche IaaS. Après est apparu le container, donc on passe au CAS, voilà, où les mêmes Amazon, Google et GAFA vont vous permettre de louer ces containers dans leurs infrastructures. Donc à chaque fois, on voit on se libère de la gestion. Dans le on-premise, on devait gérer nos ordinateurs, notre parc. Dans le IaaS, on a délégué ça à nos GAFAM. Le CAS, on laisse nos containers gérés par nos GAFAM. Et on évolue. Maintenant, il y a aussi le PaaS, Platform as a Service. C'est-à-dire que maintenant, c'est des applications qui sont gérées par les GAFAM. Et on va encore plus loin, c'est les fonctions. Et maintenant, c'est les fonctions qu'on va déployer chez nos fameux GAFAM. Alors GAFAM, pas forcément GAFAM, hein. Il y a des autres sociétés qui font très bien d'hébergement, hein, OVH, Scaleway, ce genre de choses. Il n'y a aucun souci. Je parle GAFAM, mais c'est ceux qu'on connaît tous, bien sûr. Donc voilà, en fait, le FAS n'est rien d'autre qu'une évolution du modèle de cloud computing. Je ne vois pas où on va aller plus loin. Hein. Je pense que c'est le dernier step, fonction as a service. Je ne vois pas comment on peut descendre un peu plus bas. C'est vraiment, je pense qu'on a atteint un certain niveau. Et quand on parle de FAS, souvent on le voit associé à un autre mot-clé qui est le mot serverless. FAS serverless. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le FAS utilise une architecture serverless. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les développeurs, les scientifiques n'ont pas à se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Ils doivent se concentrer que sur leur code, que sur leurs algorithmes de calcul, et non pas à gérer les infrastructures sous-jacentes. Serverless. C'est serverless pour eux, pas pour le GAFAM derrière, hein, pas pour la personne qui va gérer les ordinateurs, mais pour le développeur qui va déployer ses applications, qui va utiliser le FAS. Pour lui, il n'a pas à gérer l'infrastructure. D'accord? Donc, fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? On parle de FAS, hein. FAS, fonction as a service. En fait, une fonction, c'est une tâche ou une opération la plus réduite possible. C'est un code discret qu'on va pouvoir exécuter de manière indépendante. Donc, dans le passé, on avait des applications monolithiques très très grosses qui faisaient plein de choses à la fois. On est passé, il y a 10-15 ans, à la notion de microservices. On a commencé à éclater notre gros code monolithique en un ensemble de services, des microservices. Et maintenant, on s'aperçoit que ces microservices, on peut encore les éclater sous forme de fonctions. Et on peut se dire qu'un microservice qui n'exécute qu'une seule tâche en réponse à un événement, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une fonction. D'accord? Donc, monolithique, une vingtaine d'années, microservice, 10 ans. Maintenant, on descend au niveau fonction FAS, fonction de service. D'accord? Alors, ces fonctions, dans le cadre du monde scientifique et surtout du traitement d'images de l'observation de la Terre, en fait, le CNES a développé une bibliothèque de traitement d'images des satellites, en fait, tout simplement. C'est que l'OTB, Orfeo Toolbox, c'est à l'initiative du CNES, l'agence spatiale, pour faciliter la vie des scientifiques qui font le traitement des images des satellites. D'accord? Et donc, c'est un projet open source. Et les scientifiques sont contributeurs et les industriels sont contributeurs. Donc voilà. Donc Orfeo Toolbox est, on va dire, la librairie scientifique utilisée par le CNES pour le traitement des images de nos satellites. OK? Alors je vais vous donner quelques chiffres parce que ça va avoir une importance pour après. C'est que
Si je prends une image d'un des satellites, par exemple Pléiade, si je dois faire une opération d'orthorectification sur cette image-là, sur une machine qui a 4 cœurs, 8 Go de mémoire, le traitement il est quand même de 13 minutes. Ça a son importance. On va le voir tout de suite après. Donc gardez ça en tête. Sur une machine de 8 Go, 4 cœurs, le traitement d'une image pour faire l'orthorectification, c'est 13 minutes. Ce n'est pas anodin. Et l'image générée fait 20 Go. Alors, on reviendra à ça tout à l'heure, vous verrez. Donc, il existe différentes solutions FAS. Il y a les FAS managés. Nos GAFAM, que ce soit Amazon, Azure, Google, proposent aussi cette possibilité de faire du FAS. On verra tout à l'heure, ils font du FAS, mais ils ne font pas du FAS scientifique. Il y a d'autres solutions open source, OpenFAS. Alors, je vais citer, en fait, il y a eu plein de solutions open source. Il y en a certaines qui sont encore vivantes, et il y en a d'autres qui, malheureusement, n'évoluent plus. Donc, en gras, ce sont celles qui sont vivantes, qui continuent d'évoluer avec une communauté active, et d'autres projets, malheureusement, qui étaient intéressants, mais qui n'existent plus. Donc, parmi celles qui existent encore, il y a OpenFAS, c'est certainement la plus connue. Il y a Knative de Google, il y a Nucleo, et il y a Fission de plateforme 9. Les autres, Kubeless, FN Project, Dispatch, OpenWhisk et OpenLambda, n'évoluent plus. Voilà. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de commit sur les repos. C'est dommage. Et après, j'ai quand même mis, pour balancer la chose, là on a les FAS, mais on a aussi des frameworks de data processing. Donc on a Actinia, Litops et Pesto, qui sont des solutions scientifiques. Ils ne sont pas du FAS, mais par contre, ce sont des solutions qui sont en train de devenir FAS. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'adapter leur code pour que le framework scientifique devienne un FAS. Donc, à suivre dans les prochains mois, prochaines années, ils sont en train de faire cette démarche-là pour intégrer ces frameworks dans des solutions serverless. D'accord? Dans du cube, voilà. Alors, on va revenir à nos fameux FAS managés. Les FAS managés, ils ne sont pas adaptés au traitement de la donnée scientifique. Parce qu'en fait, ces FAS managés sont limités. Ils sont limités, et si vous vous rappelez bien tout à l'heure, je vous ai dit que le traitement de l'orthorectification d'image, ça prenait 13 minutes. Bon, chez Amazon Lambda, 900 secondes, 15 minutes, ça passe. Alors que Azure, le FAS ne peut pas durer plus de 300 secondes. Chez Scaleway, il n'y a pas de limitation, ça pourrait passer. Par contre, la problématique avec Lambda, c'est que la machine qui vous est allouée pour faire votre traitement scientifique, elle n'a pas plus de 3 gigas. Moi, il m'en fallait déjà 8 tout à l'heure, pour 13 minutes de calcul. Alors si je passe de 8 à 3, mon calcul il ne va pas durer 13 minutes, mais il va durer 30 minutes. Parce que je vais devoir gérer les fichiers temporaires, tout simplement. Et, voilà. Et attention, parce que les espaces temporaires dédiés à nos FAS dans nos solutions managées, ils sont limités aussi. Chez Amazon, c'est 500 mégas, pas plus. Chez Google, c'est 512. Voilà. Et non, chez Azure, c'est 512. Et chez Google, cet espace TMPFS, il est pris sur la mémoire. Donc, il est pris sur les 2 gigas. Donc, on réduit encore. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les FAS managés, fournis par nos GAFAM, ce n'est pas fait pour faire du traitement scientifique, c'est fait pour faire du traitement web. C'est pour répondre à faire du post et du request avec un temps de réponse très très court, inférieur à la seconde, à la milliseconde. C'est quand vous êtes chez Amazon, vous passez votre panier, c'est géré derrière par un FAS. Ce n'est pas fait pour faire du calcul scientifique, tout simplement. Okay, donc, ça existe, on aurait pu le détourner, mais ce n'est pas possible. Donc, on a essayé de trouver une solution dans le monde open source. Et dans le monde open source, pour faire du FAS, on a 2 approches différentes. La première approche, qui est sûrement la plus connue, c'est ce que moi j'appelle le FAS-CAS. C'est qu'en fait, les fonctions que l'on va intégrer, que l'on va devoir déployer, on va voir exécuter, on va les intégrer dans des containers. On va intégrer notre code à un container, on va le publier sur une registry, tout simplement. Voilà. C'est comme si on faisait la containerisation d'application, c'est que notre code, on va le joindre à un runtime, qui est l'image de notre image native, on rajoute notre code dessus, on en fait une image spécifique et on la pousse dans la registry. Donc, c'est du Docker classique, c'est de la containerisation classique. Push, on déploie. Donc, déployer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre image, on va la déployer dans un cluster Kubernetes. Elle va être là, transformée dans un pod, en attente de réception d'une requête. Et après, on n'a plus qu'à envoyer la requête
sous format URL, hein, avec un curl tout simplement, pour déclencher l'exécution de la fonction. Ça, c'est l'approche classique qui est mis en place par OpenFast, Nucleo et Knative. D'accord ? Donc du fast-casse, c'est ce que moi j'appelle ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on fait du Docker. Faire du Docker, n'importe quel développeur, n'importe quel scientifique peut le faire sur son poste de travail. C'est-à-dire qu'avant de pousser ça en production, il va pouvoir le tester sur sa machine. Ça, c'est assez génial. Voilà. Par contre, il y a des inconvénients. C'est que nos containers, enfin nos images, il va falloir les déployer sur une registry. Donc il faut une registry interne. On ne va pas s'amuser à déployer nos fonctions sur le Docker Hub ou sur KIO, sur ce genre de choses. Il nous faut une registry interne pour gérer notre fonction. D'accord ? Et le fait qu'on doit démarrer des containers, lors de la première exécution des containers, on a le fameux cold start. Parce que quand on démarre un container, on doit récupérer une image scientifique, de calcul scientifique. Si je prends au CNES, c'est vraiment des mauvais élèves. La taille de l'image, c'est 1 giga. Alors, pour instancier une image de 1 giga, ça ne prend pas 2 secondes. Ça prend quelques secondes, le temps de récupérer l'image et de l'instancier. Donc, c'est un des problèmes de cette phase casse. C'est le cold start de nos containers. D'accord ? On arrive aux 20 minutes, je me dépêche. Donc, la deuxième approche, c'est l'approche qui a été mise en place par Fission. C'est se dire qu'on va instancier un container qui est en attente et le code de votre fonction va être poussé dans la base de TCD de votre cluster cube. Et quand donc, on déploie la fonction dans le cluster cube, quand on va vouloir exécuter la requête, on lance la requête, le mécanisme Fission récupère le code dans la base de TCD, le copie dans l'image Docker et exécute la fonction. Voilà. Donc là, on n'a pas de notion de container dédié. On a un container qui contient un runtime qui, au moment où il va être trié, on va le déclencher, va aller récupérer le code dans la base de TCD de Kubernetes pour exécuter la fonction. Voilà. Les avantages, ça réduit le cold start parce que le container est toujours running. Voilà. La problématique, c'est que le développeur est obligé d'avoir la plateforme Fission à distance pour l'utiliser. Il ne peut pas le faire sur son poste de travail. D'accord ? On est aux 20 minutes. Bon. Ce qu'il faut voir, on va faire rapide. Il y a des problématiques à utiliser ces fonctions OpenFast. Savoir que ce soit tous les FAS, ils vont tous utiliser le mécanisme HPA de Kubernetes. Qu'est-ce que c'est que le mécanisme HPA ? C'est cette notion de pouvoir faire de la scalabilité à la demande. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on envoie une requête à notre container, à notre solution FAS, il ne va pas recréer automatiquement un nouveau container. C'est que s'il existe un container, il est capable d'accepter la requête, il va exécuter la fonction. C'est-à-dire qu'un container peut potentiellement exécuter plusieurs fonctions. Si la charge CPU, la charge mémoire augmente trop, on va dupliquer notre container pour qu'il puisse absorber la charge. Ça, il n'y a aucun souci, ça marche très très bien. Mais par contre, c'est quand la charge diminue, qu'est-ce qui se passe ? Kubernetes, en fait, avec le HPA, il ne va pas s'occuper des métriques. Donc, si vous avez deux containers en cours d'exécution, un qui travaille, l'autre qui ne fait rien, peut-être potentiellement que Kubernetes va décider de tuer celui qui travaille. Parce qu'il va décider aléatoirement de tuer un pod, un container, sans s'occuper de savoir s'il est en cours de traitement. Donc potentiellement, quand le nombre de requêtes va diminuer, potentiellement vous allez vous faire tuer un calcul qui dure depuis 15 minutes. Et vous avez perdu votre calcul et il faut tout recommencer. Donc c'est une des problématiques de l'autoscaling avec HPA dans le monde scientifique, c'est que potentiellement on peut se faire skiller des fonctions alors que le pod d'à côté ne fait rien. Ça c'est un peu dommage. Voilà. Alors bien sûr il y a des solutions. C'est que quand votre container reçoit la requête de terminaison, il va se dire j'attends. J'attends réellement la fin du traitement de mon calcul. C'est grâce au mécanisme de hook prestop dans Kubernetes qu'on va pouvoir empêcher que le calcul meure. Bon, par contre, pendant qu'on est dans cet état de prestop, le container ne reçoit plus de requêtes, d'accord ? Il va attendre que le traitement soit fini pour pouvoir se tuer proprement. C'est une rustine, hein, c'est un patch, c'est moche, ça fonctionne. Moi, c'est pas comme ça que j'aimerais que les choses soient faites. C'est pour ça qu'il y a une deuxième solution qui est assez intéressante, qui utilise une solution open source qui s'appelle Keda. Et Keda, c'est une solution qui va faire évoluer Kubernetes, qui va lui rajouter une fonctionnalité qui est réellement la possibilité de déclencher des containers pour chaque requête qu'on fait. Quand on déclenche notre fonction via un curl, grâce à Keda, on va instancier un container à chaque fois. Voilà. Donc c'est une approche qui est assez intéressante. Par contre, à l'heure actuelle, elle ne fonctionne qu'avec Fission. Voilà. Alors que au CNES,
Alors, je vais zapper le long time running. Au CNES, on a fait le choix d'OpenFaaS. Pourquoi on a fait le choix d'OpenFaaS au CNES? Parce qu'au CNES, on développe déjà des containers. On développe déjà des Dockerfiles et on voulait pouvoir réutiliser cette solution-là. Et grâce à OpenFaaS, c'est super simple de transformer un Dockerfile classique de container en un Dockerfile pour des fonctions FaaS. Voilà. Ils sont rompus à l'utilisation de Docker, donc pour eux, il n'y a aucune nouvelle chose à apprendre. Donc c'est fonctionnel sans être complexe pour eux. Pas besoin d'un gros cluster K-vitesse pour exécuter un OpenFaaS. Ça, si je le mets en face d'un natif qui est super consommateur parce qu'il faut dessus un Istio, il faut des gros clusters. OpenFaaS, ça peut tourner sans problème sur des petits clusters. Voilà. Et puis OpenFaaS, ce que je veux dire, c'est une forte communauté open source, et surtout grâce à son leader, qui est Alex Ellis, qui fait beaucoup de conférences autour du FaaS et des solutions. Après, OpenFaaS, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas fait pour faire du scientifique à la base, donc il y a des écueils, mais en tout cas, on peut l'utiliser. Alors, on fait du FaaS, mais quand on fait du FaaS, il faut savoir l'orchestrer. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Voilà. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, je vous ai mis dans la présentation tous les liens de tout ce qu'on a utilisé. Tout, voilà. On fait de l'open source, donc on donne de l'information. Et puis, on organise le DevOps d'idées à Marseille la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, on vous offre des coupons de réduction pour pouvoir venir nous rejoindre. Je referai la même présentation, mais plus long, en 40 minutes. J'aurai le temps de me parler moins vite et de parler d'orchestration si ça vous intéresse. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, si vous avez des questions.